Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Archives de la Tour Blanche. Je suis Ben et vous m'avez peut-être déjà entendu au micro de Radio Barad Tour. À force de jouer avec des joueurs d'un peu partout, mais également de traîner sur les réseaux sociaux du Seigneur des Anneaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de points de règle qui n'étaient pas toujours très bien compris et qui revenaient pour le coup assez souvent. Je me suis dit du coup que c'était une bonne idée de vous proposer ce format un peu typé FAQ pour qu'on revienne ensemble dessus et qu'on essaye tous ensemble de mieux les comprendre. Que vous soyez des joueurs débutants ou plus avertis, on n'est jamais à l'abri de passer à côté de quelque chose. Je vous invite donc à partir avec moi, chercher des réponses à nos questions dans les ancestrales archives de la Tour Blanche. Alors, première question, la valeur de combat est-elle partagée? C'est la règle que je vois la plus mal comprise en règle générale. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais chaque camp va partager la plus haute valeur de combat disponible sur l'ensemble de ses dés. Dans notre exemple, le gobelin n'a qu'un combat 2, mais comme il combat aux côtés du grand roi gobelin qui a un monstrueux combat 6, celui-ci va le partager sur les 4 dés qui seront lancés par le camp du mal. En face, le guerrier Minas Tirith a un combat 3, mais il est soutenu par un Rangers qui apportera un combat 4 à l'ensemble des dés du bien. Sans cette règle, on pourrait tout à fait imaginer que si le roi gobelin fait un triple 1 et le gobelin un 6, et qu'en face, le Minas Tirith ou le Ranger d'ailleurs sortait un 6 également, on pourrait se dire c'est le camp du bien qui remporte le combat. Mais non, justement, c'est tout l'intérêt de ce point de règle. Comme la valeur de combat est partagée sur l'ensemble des dés de chaque camp, c'est bien le camp du roi gobelin et son monstrueux combat 6 qui remporterait le combat en cas d'égalité de résultat. Vous pensiez pouvoir m'échapper? Deuxième question, quand devons-nous séparer les dés dans un combat? Alors il y a plusieurs raisons de séparer les jets dans un combat, que ça soit en jet de duel ou en jet de blessure. On va regarder ça dans un ordre chronologique, on va commencer par le jet de duel. Or il y a bien sûr le cas où des héros seraient présents dans le combat. Comme ils vont pouvoir modifier leur résultat de dés en dépensant de la puissance, il sera bien important de les mettre à part pour qu'ils puissent pourquoi pas venir grappiller le fameux 6 si convoité. Mais il va être aussi important de séparer les dés de ceux qui ont des équipements spéciaux comme les bannières ou les armes à deux mains. Comme ils vont avoir un malus de 1 pour remporter le duel hors règle spéciale bien sûr, il va être important de les mettre de côté pour ne pas les mélanger avec les combattants sans malus, au risque d'avoir un peu de mal à remporter les combats. Ceci étant dit, il est temps de passer à la phase de blessure. Alors il faudra, comme pour la phase précédente d'ailleurs, séparer toujours les dés des héros, ils vont pouvoir dépenser de la puissance encore une fois, pour tenter d'augmenter leur résultat de dés et d'asséner le coup fatal à l'ennemi. Il faudra également séparer les dés des figurines qui n'ont pas la même force. En effet, il ne sera pas toujours nécessaire d'avoir le même résultat quand on possède une force 4 ou une force 3 par exemple. Et enfin, il y a tout un tas de cas spéciaux. Il y a les armes à deux mains qui vont donner un +1 pour blesser qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi les feintes ou les armes empoisonnées qui permettent de relancer les 1. Bon, on va pas tous les faire, mais il est important de mettre ces dés de côté car ces règles spéciales ou bonus d'armée vont influencer directement le résultat de la blessure. Vous l'aurez compris, au SDA, je ne peux que vous inviter à avoir un petit panel de dés de couleurs différentes à votre disposition pour bien séparer les dés. Et surtout, le plus important, de bien annoncer avant de jeter votre dé à votre adversaire, à qui il appartient, avec un modificateur, quel bonus, etc. Il n'y a rien de plus dommageable que des jets de dés flous et les risques de désaccord que s'entraînent avec votre adversaire une fois les jets sur la table. Juste sous mon nez. Et vous n'avez pas eu le bon sens de le voir. Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit. Comme on l'a aperçu un peu tout à l'heure, il est parfois possible, avec une figurine équipée d'une lance, d'aller soutenir une autre engagée dans un combat. Alors j'ai vu plusieurs points de règle qui sont parfois un peu mal compris à ce propos, je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Combien de figurines peuvent soutenir ? Alors j'ai vu parfois, et j'ai moi-même essayé, j'en confesse, il y a des temps immémoriaux, tenter de coller 2 figurines avec une lance derrière une figurine amie. Et non, c'est malheureusement complètement interdit, c'est un seul soutien pour une seule figurine engagée au combat. Un seul dé d'accord, mais les héros aussi ? Dans le même esprit que la règle précédente, les héros, eux aussi, peuvent soutenir, mais ils n'auront qu'un seul dé, quel que soit leur nombre d'attaques. Ici, on a l'exemple de Raza, qui a 3 attaques normalement nativement, mais il ne bénéficiera que d'un seul dé supplémentaire pour aider son compatriote. Et il faudra bien, mais vous l'avez bien en tête maintenant, séparer son dé, car il pourra appliquer de la puissance dessus, et il aura aussi des règles spéciales à lui, ainsi qu'une force différente pour blesser l'adversaire. Qui peut-on soutenir ?
Pour pouvoir soutenir une figurine amie, il va falloir être une figurine d'infanterie, mais également avoir un socle au moins aussi grand, voire plus grand que la figurine que l'on veut soutenir, et bien sûr être équipé d'une lance ou d'une pique. Dans le cas ici, le gobelin, bien qu'il soit bien une figurine d'infanterie avec une lance, son socle est plus petit que celui du troll des cavernes, donc il pourra pas malheureusement lui apporter de dés supplémentaires pour tenter de gagner le combat. Mais vous noterez que le troll étant lui aussi équipé d'une lance, l'inverse sera possible. Le troll ici équipé d'une lance pourra même soutenir une figurine de cavalerie amie avec son socle de 40 mm, et ben c'est suffisant. Bon, je vous laisse quand même juge quant à l'intérêt de cette manœuvre. Qu'ils essaient-on pour voir? À la croisée des chemins des règles qu'on a vues précédemment, il va y avoir le combat multiple de héros avec des soutiens. On fait un melting pot un peu tout ce qu'on a vu plus tôt et on y ajoute une pincée d'action héroïque. Lors d'un combat héroïque, l'ensemble des figurines de votre camp étant engagées au combat avec votre adversaire, si cette figurine est tuée, ils vont pouvoir se redéplacer ou recombattre sans ordre de priorité de mouvement par rapport au héros qui a fait l'action héroïque d'ailleurs. Mais les soutiens ne sont pas engagés socle à socle dans le combat. Ils participent donc et ajoutent leur petit dé pour aider à gagner le combat, voire à tuer, mais ne pourront pas se redéplacer ou combattre une seconde fois dans la phase de combat. Pensez donc bien à ne pas vous boucher le passage avec vos soutiens qui pourraient être un peu encombrants. Et bien voilà, ce sera tout pour ce premier épisode, j'espère que ça vous sera utile dans vos prochaines parties. N'hésitez pas d'ailleurs à votre tour à poser des questions de règles dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre pourquoi pas dans un prochain épisode. En attendant, je compte sur vous pour faire chauffer les dés et affûter vos meilleures stratégies. On se retrouve bientôt pour chercher des réponses à nos questions dans les ancestrales archives de la Tour Blanche.